Bonjour Gladys, Coucou Sabrina. je suis ravie de te recevoir sur la chaîne du MAPIF. Écoute, merci à toi pour cette invitation et puis j'en profite tout de suite justement pour te féliciter d'être revenue et d'avoir créé cette ONG. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup ma chère Gladys, en tout cas je suis très heureuse d'être venue, il m'a fallu un petit temps pour récupérer mais maintenant c'est reparti et on est de nouveau au combat. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et expliquer un petit peu pourquoi on fait cette émission aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'une femme comme toi aujourd'hui prend la parole publiquement pour raconter son histoire? Oui, alors comme tu dis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que ça fait 5 ans que je combats, donc je suis Gladys Riffard, je suis connue sous le pseudo Je défends mon enfant. Voilà, je suis maman d'une fille qui est née en 2015 et qui m'a fait des révélations d'inceste de la part de son père biologique. J'ai porté plainte donc en 2018 et là, c'est engagé toutes des procédures judiciaires inversées, puisqu'on n'a pas cru la parole de ma fille. Et comme malheureusement beaucoup de cas, puisque je ne suis pas un cas isolé, j'ai dû faire de la désobéissance civile, j'ai dû me battre pour pouvoir protéger mon enfant. Ce qui fait que ben, je suis devenue lanceuse d'alerte. J'ai dû médiatiser, raconter mon histoire pour dénoncer tous ces dysfonctionnements, on va dire. Donc là, tu dénonçais l'inceste du père sur ta fille et il se trouve que toi, tu as eu la chance de pouvoir mettre ta fille à l'abri. Est-ce que tu peux nous raconter juste brièvement cet épisode-là? Du moment où j'ai porté plainte pour un inceste, il faut savoir qu'il y a tout un protocole qui se met en place. Donc, c'est classé sans suite. Et puis ensuite, on veut nous désenfanter. Et pour éviter justement qu'on m'arrache mon enfant des bras, j'ai quitté le pays, carrément. Voilà, parce que j'étais en danger, puisque je n'étais pas prise au sérieux, malgré plusieurs plaintes contre monsieur pour violence également, pour coups, pour menaces et insultes. Donc, n'étant pas prise au sérieux et sachant ce qui allait arriver, qu'on allait vouloir placer mon enfant, nous sommes partis à l'étranger, nous sommes partis en Espagne. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, ta fille est toujours en Espagne. Alors, j'ai beaucoup de chance par rapport à tous les autres dossiers que je connais, parce que, ils n'ont toujours pas extradé ma fille, la protection, de l'enfance espagnole, l'a protégée. Alors elle est actuellement avec, ma maman parce que ma maman, m'a suivie et vit là-bas. Donc je suis au moins rassurée de ce côté-là, c'est elle est en sécurité. Heu et par rapport à d'autres parents, même si moi j'ai été extradée et incarcérée, eh ben, ils ne m'ont pas trouvée avec mon enfant parce que je connais d'autres dossiers, je connais d'autres mamans qui ont essayé de fuir, qui se sont cachées. Mais du moment où on trouve l'enfant avec la maman, eh ben, on enlève tout le monde. On met la maman en prison et puis on met l'enfant, si on ne le remet pas au père incestueur, euh, on le place à l'ASE, quoi. Oui, effectivement. C'est un système qui est totalement défaillant, malveillant. Et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, tu milites et tu œuvres aussi pour les autres enfants et d'autres parents protecteurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce combat? Quand j'ai compris tout ce qui se passait, que je n'étais pas un cas isolé, et qu'il y avait vraiment un gros problème au niveau de la justice française, j'ai décidé de créer une association et de devenir présidente pour pouvoir justement dénoncer, informer ce qui se passait sur les réseaux sociaux, mais également pour pouvoir approcher les élus locaux, les députés, les sénateurs, les institutions, pour informer, pour essayer de trouver des solutions à tout ça. Et du fait d'avoir créé cette association, j'ai pu récupérer un grand nombre de témoignages. Beaucoup de parents protecteurs sont venus vers moi pour témoigner également de ce qui leur arrivait.
Donc mon but, bien sûr, a été de pouvoir les aider, pouvoir les prévenir de ce qui allait se passer, pour les accompagner, puisque c'est vraiment une destruction institutionnelle qui est mise en place contre le parent protecteur. Et alors, on a beau me traiter aujourd'hui de complotiste, je veux autant dire que c'est un compliment. Je prends ça comme un compliment parce que oui, il faut militer, il faut être actif, et puis il faut surtout être solidaire, et voilà, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être entouré comme je suis. Beaucoup de parents sont isolés, n'ont pas on n'a pas les ressources financières, parce que de toute façon, on arrive tous à être ruinés de ce côté-là, hein, que ce soit dans les frais d'avocat, ou que ce soit dans les frais de thérapeute pour accompagner nos enfants, ou que ce soit pour les parents qui doivent faire des kilomètres pour voir leurs enfants qui sont placés. Enfin voilà, j'en passe. Est-ce que tu as, parce que justement là tu viens de parler d'enfants placés, on oublie un petit peu souvent de parler des placements abusifs, mais ces placements abusifs, en fait, ils représentent quand même, je sais plus, je crois que c'est 200 000 enfants par an qui sont placés abusivement, hein, dans les foyers de la protection de l'enfance. Des associations de parents affirmaient que dans 50% des cas, le placement aurait dû être évité. Aujourd'hui, je dis, je maintiens la moitié. Cependant, arriver à faire diminuer de moitié, ça va prendre 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est des évolutions lourdes. Et il m'a été dit que les foyers de la protection de l'enfance sont un vivier pour les réseaux pédos. Est-ce que toi, dans les dossiers que tu as eu à traiter avec ton association, est-ce que tu as eu affaire à des dossiers qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un réseau derrière, un réseau de pédocriminels? Alors, tu fais bien de rebondir là-dessus, parce que la pédocriminalité comporte une plainte pour inceste, hein, ou pour viol, est liée au placement abusif, hein. Et malheureusement, sur 5 ans de combat, j'ai découvert le réseau, j'ai découvert vraiment tout ce qui se tramait avec ce trafic d'enfants et cette traite d'êtres humains, hein, comme les films qui en parlent aujourd'hui. Et il est vrai que les parents qui ont des enfants placés m'ont rapporté que les enfants étaient violés en foyer, étaient battus, étaient maltraités, et qu'il y a eu également des enfants qui reconnaissaient un certain passage avec au sein du foyer. Donc oui, on dit que les réseaux n'existent pas, mais voilà, il faut. C'est plus facile de ne pas le croire, hein, de faire un déni. Mais il faut vraiment le vivre pour le croire, parce que c'est quelque chose d'horrible. Mais malheureusement, c'est un constat que je fais. Voilà. Que ça n'en déplaise à certains quand je parle de ça, parce qu'on dit que je mélange tout, mais non, malheureusement, tout est lié, oui. Oui. Et est-ce que tu as pu constater quand même qu'au niveau judiciaire, il y avait quelque chose d'un petit peu, puisque tout à l'heure tu parlais quand tu disais on passe par un classement sans suite, et après il y a des choses qui s'enchaînent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement ce processus institutionnel que tu as pu remarquer? À l'instant même où un enfant dit à sa mère « Papa me fait des choses que je n'aime pas », ces mères se trouvent piégées. Soit elles ne font rien et on les accuse de complicité, soit elles veulent protéger leur enfant et on les accuse de manipulation. Alors voilà, du moment qu'on porte plainte pénale, nous ne sommes pas pris au sérieux. L'enquête est bâclée s'il y a une enquête. Les protocoles ne sont pas respectés. Donc tout ça pour finir en classement sans suite. Mais en fait, tout le monde est complice de ce petit stratagème, hein, parce que il y a les gendarmes qui ne font pas leur métier
qui sont ou complices ou de connivence, hein, mais ils prennent parti. Il y a les magistrats qui ne sont pas du tout impartiaux, qui ne cherchent pas la vérité. Donc, on voit quand même qu'il y a un problème au sein. Il faut pas dire ils ne sont pas formés ou quoi que ce soit. Non, parce que c'est une mentalité. Là, on voit bien qu'il y a une volonté de nuire à l'enfant. Les avocats, hein, je vais en reparler aussi parce que on sait très bien, ceux qui me connaissent savent très bien que je n'aime pas les avocats, mais pour cause, parce que j'ai fait appel à plein d'avocats. J'ai dû changer de direction de juridiction. Je suis allée frapper aux portes des plus hauts pâtés, hein, des ténors des avocats ou des internationaux, on peut leur donner des grands noms, ou des avocats qui sont engagés pour la cause. Je suis désolée, je ne connais aujourd'hui aucun avocat qui n'a fait récupérer un enfant placé à sa maman, et qu'on ne parle pas de Pauline Rongier et de Pauline Bourgoin, parce que l'enfant elle l'a enfin récupéré, mais il y a toujours une assistance éducative. Elle est toujours sous contrôle de l'ASE. Donc pour moi, ce n'est pas normal. Sophie Abida, pareil, est défendue par Pauline Rongier. On lui a arraché ses enfants. Elle a fait de la garde à vue. Elle a fait appel. Elle est de nouveau condamnée à 12 mois de prison en sursis. Priscilla Majani, elle a beau être défendue, pareil, elle est toujours en prison. Donc voilà, il y a les gendarmes, il y a les avocats, il y a les magistrats. Et tout ça, mais alors on intervient au niveau du juge des affaires familiales. Il faut intervenir le juge des enfants, et puis alors après, donc arrive l'ASE, hein, l'aide sociale à l'enfance, qui eux rendent des rapports qui sont complètement mensongers, tout à l'inverse contre le parent protecteur. Enfin, il y a de quoi. Il y a de quoi écrire un livre ou croire que ce n'est pas possible. Et quand on fait appel justement aux politiciens, hein, pour informer de ça, alors aujourd'hui on en parle beaucoup puisqu'il y a le projet de loi d'Isabelle Santiago, puis il y a les préconisations de la Ciivise. Mais moi, sincèrement, depuis 5 ans, on me disait tous « Ah, mais non, c'était pas possible ». Alors, il y a peut-être 5 ans, on pouvait ne pas être au courant. Aujourd'hui, ne pas accepter les témoignages des parents comme moi qui vivent ça, c'est vraiment une volonté de ne pas aller plus loin, de pas chercher, surtout quand le président de la République dit que c'est une priorité dans son quinquennat. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Je veux juste vous dire, on est là. On vous écoute. On vous croit. Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. Je suis désolée, nous sommes plusieurs à avoir fait appel à Charlotte Cobel, la secrétaire chargée d'État, avec qui j'ai pu m'entretenir grâce à Annette Gouet du MeToo ASE. Alors, j'ai pas pu m'entretenir avec Charlotte Cobel parce qu'elle fait toujours intervenir quelqu'un d'autre par intermédiaire, mais ils connaissent nos dossiers, ils savent ce qui se passe. Alors aujourd'hui, il faut agir dans l'urgence et mettre en place des procédures qui vont prendre des années. Ça veut Vu le nombre d'enfants incestés aujourd'hui, les traumatismes que ça engendre, mais si on attend 10 ans, ça va être un drame. Je pense qu'il y a assez d'enfants aujourd'hui devenus grands avec le hashtag MeToo inceste qui parlent, malgré les amnésies traumatiques, malgré des gens des enfants qui n'ont pas été crus et qui dénoncent aujourd'hui. Pour constater des faits, quoi. Et oui, parce que du coup, on est vraiment face à un problème de santé publique majeur, parce que là, les chiffres parlent de 1 enfant sur 5 victime de viol ou tentative de viol en Europe. En France, on dénombre 160 000 enfants victimes sur 720 000 naissances en 2020, me semble-t-il. Donc ça fait bien 1 enfant sur 5 en France également.
On est aussi face à un mur judiciaire, un mur politique. Est-ce que le MAPIF, ça signifie Mouvement d'abolition de la pédocriminalité institutionnalisée en France? Qu'est-ce que ça t'inspire, le mot institutionnalisé, cette pédocriminalité institutionnalisée? Oui, ça porte bien son nom, son nom parce que c'est un dysfonctionnement, c'est un problème gouvernemental et institutionnel parce que tout est mis en place à ce niveau-là. Donc alors voilà, je ne veux pas retourner le gouvernement, hein, je ne vais pas en arriver là, surtout que la politique ce n'est pas mon truc, mais il y a un moment. On ne peut pas ne pas se taire parce que sinon on est fautif de ne pas faire bouger les choses parce qu'il faut modifier ça, il faut tout changer au niveau institutionnel, vraiment. Surtout concernant la protection de l'enfance, il y a de véritables dysfonctionnements. Et quand le MAPIF parle de pédocriminalité institutionnalisée, pédocriminalité dans son sens large, hein, des crimes sur les enfants, c'est-à-dire que quand on arrache un enfant à sa famille parce qu'il serait trop fusionnel avec sa mère ou parce que la mère est épileptique, ou enfin j'en ai entendu, enfin, autant que toi ma chère. Du coup, on se demande s'il n'y a pas une vraie volonté politique derrière. En tout cas, c'est ce que le MAPIF, c'est la question qu'on se pose nous au MAPIF, parce que rien n'est fait et tout est fait au contraire pour que les affaires soient traitées comme ça, de cette manière. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, un juge des enfants, il a une demi-heure, pas dans la journée, hein, une demi-heure en tout pour traiter un dossier. Comment peut-il faire la chose correctement? Sans parler de leur formation à l'ENM, parce qu'ils ont quand même, ils sont formés par des experts qui aujourd'hui sont très controversés, voire poursuivis en justice, parce qu'ils défendent les syndromes d'aliénation parentale et toutes ces choses qui mettent à mal les mères quand elles viennent se plaindre et rapporter la parole de l'enfant. Donc on a vraiment un mécanisme institutionnel qui s'est mis en route et qui détruit les enfants comme les familles protectrices. Toi, dans tes dossiers et dans ton combat, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Est-ce que tu as réussi à faire des choses concrètes, entre guillemets, hein, pour les parents, pour leurs enfants, et en quoi ça consistait? Alors oui, parce que tu me dis, t'as parlé de plein de choses intéressantes. On pourrait rebondir sur tout. Alors pour les parents, d'abord, le but est que j'ai pas mal de visibilité sur les réseaux pour prévenir de ce qui se passe, pour informer, pour qu'une maman aujourd'hui, si un enfant vient lui faire des révélations, ne tombe pas des nues et puis puisse anticiper et ne soit pas aussi naïve que nous l'avons été. Donc le but, c'était vraiment de pouvoir être active sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Telegram, sur une chaîne WhatsApp maintenant, sur Snapchat, sur TikTok, voilà. J'ai vraiment mis de côté ma vie, déjà pour protéger mon enfant, mais vraiment pour pouvoir être active, pour pouvoir aider les parents. Ce qui fait que quand récupère des témoignages, déjà j'écoute, hein, j'accueille ces témoignages parce que c'est aussi une certaine thérapie de pouvoir dénoncer puis d'être cru, hein, pour ses parents. Et ensuite, voilà, en fonction de leur situation, d'où ils en sont, malheureusement, je les préviens, je leur dis ce qui va se passer. C'est-à-dire que je sais malheureusement sans connaître, parce on a beau être de tous les coins de la France, d'avoir un milieu social différent, d'avoir une nationalité, enfin, ou des origines différentes, une éducation ou une religion différente, nous sommes toutes cataloguées pareil et il va se passer les mêmes trames dans tous les dossiers.
Donc, et, ces parents, c'est un choc parce que, alors, je ne fais pas ça pour les terroriser, je fais vraiment ça en prévention, parce que déjà, elles apprennent que leur enfant est traumatisé. Et en plus, je leur dis que le combat va être difficile. Mais le but, c'est de pouvoir justement les soutenir et leur donner des conseils quand elles vont aller en gendarmerie, quand elles vont essayer d'avoir un avocat pour mettre en place une stratégie, quand elles vont avoir des audiences. Et là, avec Pédopolis, il a mis en place une carte géopolice qui permet vraiment de se localiser pour pouvoir se soutenir, se manifester, se rassembler, parce que ce qui se passe en audience est traumatisant, c'est horrible. Il faut vraiment y être pour voir ce qui se passe. Donc c'est pour les accompagner, c'est pour quand elles vont pas bien, quand elles paniquent, leur redonner de l'espoir, parce que moi j'aime bien les coacher, mais c'est surtout les coacher pour leur dire là il y a que vous qui allez pouvoir malheureusement aider votre enfant, le sauver. Donc il va falloir trouver la force nécessaire de se battre, de pas se laisser intimider et menacer par les autorités policières ou par l'ASE ou par les magistrats, parce que nos droits sont bafoués, parce que il y a des abus, il y a des fautes lourdes, des fautes de procédure énormes dans tous les dossiers. Donc c'est pouvoir les accompagner au mieux, parce que le combat ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce sont des années, voilà, quand je disais, moi, ça fait déjà 5 ans, ça fait que 5 ans, malheureusement, par rapport, tu en es bien passé, où là, justement, Laetitia Deschamps, elle a sorti son bouquin sur un scandale, une affaire d'État, le désenfantement, une affaire d'État. Elle, ça fait 20 ans qu'elle a dû se battre et qu'on voit tout. C'est vrai que si ça nous était arrivé il y a 20 ans, on n'en serait pas encore là. Donc heureusement, c'est parce que quelques petites personnes, mais c'est comme la résistance, on n'est pas nombreuses, mais il en faut. Et donc j'incite vraiment toutes les personnes à témoigner, à médiatiser, déjà pour ne pas être isolées, à faire un appel à soutien, un rassemblement lors d'audience pour voir ce qui se passe, parce que les mamans peuvent être internées, incarcérées, il peuvent se passer des choses horribles, et si personne ne le voit, mais comment on peut aider ses parents ou ses enfants? Donc voilà l'accompagnement. Aujourd'hui, je pense que la médiatisation et notre solidarité et puis notre détermination, parce que moi je dis tout le temps, c'est ma détermination et ma persévérance, ma plus grande force aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement, c'est ça, c'est exactement ça. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que la médiatisation, c'est la seule issue. C'est-à-dire que les parents aujourd'hui ont espoir que en changeant d'avocat, en prenant un meilleur avocat, en multipliant les procédures judiciaires, en apportant la preuve que, mais on se rend bien compte que de toute façon, derrière, on est face à un mur. On est face à un mur et finalement, ce que tu as réussi à mettre en place avec ton association, c'est d'apporter la force aux parents. Parce que moi, quand j'ai commencé mon combat il y a 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans, j'étais seule. J'étais seule et c'est épuisant d'être seule parce que du coup, on se retrouve face aux divulgations de son enfant. C'est quand même assez choquant, traumatisant. Et on peut vite se perdre en fait parce que on est face encore une fois à un mur. En face de nous, il y a toutes les autorités qui ont tout pouvoir sur nos vies, sur la vie de nos enfants et qui ont la responsabilité de nous aider, d'aider les enfants, de protéger les enfants et qui font tout l'inverse. Du coup, ce que toi, tu as mis en place avec ton association, c'est quand même assez remarquable parce que c'est de cette énergie, c'est de cette combativité dont les parents ont besoin. Et je te félicite et je te remercie. C'est gentil, et effectivement, tu as, avec plaisir, mais c'est sincère. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut que la parole se libère. Et c'est pas seulement la parole des victimes arrivées majeures qui arrivées à l'âge adulte, qui expliquent leur souffrance et ce par quoi ils sont passés. Non, c'est tout de suite, c'est maintenant. Quoi que les parents décident d'entreprendre, ils n'auront
rien sur le plan judiciaire. Il ne se passera rien. Et le peu qui obtiendront justice, c'est tellement dérisoire que c'est de notre responsabilité à tous de porter la parole des enfants, de porter la parole des parents protecteurs. Ça passe par la médiatisation. Et à ce propos, il n'est pas forcément toujours évident de revenir et de raconter à chaque fois, on en parlait en off avant l'émission, de raconter systématiquement, de revenir sur ce qui a été fait. Et j'aimerais maintenant que tu reviennes un petit peu sur ton dossier à toi, sur ton histoire à toi, et que tu nous expliques où tu en es aujourd'hui sur le plan judiciaire, où tu en es au niveau des procédures, au niveau de la justice. Je te remercie, c'est gentil, de ton intérêt. Écoute, je suis toujours acculée par la justice, comme tout le monde, tu vas me dire. Mais voilà, j'ai plusieurs dossiers en cours. J'ai un dossier sur la partie civile qui est avec le juge d'affaires familiales qui est en rapport à l'autorité parentale. Et puis, j'ai le dossier pénal en parallèle. J'ai plusieurs dossiers pénals. Le dossier pénal sur la soustraction d'enfants, où j'avais été condamnée en première instance, où j'ai fait appel, où cet appel n'a pas abouti. Ils ont préféré reporter une nouvelle audience. Donc, c'est toujours un stand-by de ce côté-là. Donc, en parallèle à ça, je suis harcelée par le SPIP. Alors, le SPIP, c'est le conseiller pénitentiaire à qui je dois rendre des comptes par rapport à ma condamnation. Je suis harcelée par le juge juge d'application des peines, qui, lui, me rappelle à l'ordre sur les obligations que je ne respecte pas en me menaçant de m'incarcérer de nouveau comme une grande criminelle, alors que c'est une condamnation arbitraire, hein, ils ont violé mes droits et j'en passe. Donc, j'ai la chance de pouvoir être accompagnée par des juristes aujourd'hui auprès de l'ONU parce que comme toi, avant de les rencontrer, on passe nos nuits à se renseigner sur Internet sur nos droits, sur les machins. Donc, je les remercie parce que grâce à eux, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris que tous nos droits étaient violés. Donc, au moins, grâce à ça, je peux leur tenir tête et puis je peux donner ces informations à d'autres parents pour pas qu'ils se laissent avoir cette fois-ci. Donc, ça, c'est la partie soustraction d'enfants. À côté de ça, je me suis constituée de nouveau partie civile pour réouvrir le dossier de viol incestueux de ma fille, puisque j'ai malheureusement de nouveaux éléments qui apportent la preuve qu'elle est bien victime de son père. Mais ça, c'est pareil, les procédures sont longues, donc c'est toujours en attente. Et puis, comme moi, je me suis dessaisie d'avocat parce que, voilà, en 5 ans, ça a été un petit peu long, mais j'ai compris que ce n'était pas eux qui arriveraient à tenir tête aux magistrats pour me défendre, parce que quand ils sont pas de connivence, ils ont une pression énorme, donc ils ne peuvent pas se confronter aux magistrats. Et pourtant, j'ai pas de regrets. J'ai mis des milliers avec ma famille. On a mis des milliers pour pouvoir, en pensant que, en mettant de l'argent, un bon avocat, lui, il va nous défendre. Non, ça n'a rien à voir. Donc, je suis aujourd'hui sans avocat puisque je m'en suis dessaisie. Mais du coup, j'ai été prévenue au dernier moment, parce que ça, c'est un petit peu leur stratégie, leur stratagème, d'une audience en cours d'appel à Chambéry sur le juge d'affaires familiales qui allait être présentée le 19 décembre. Et donc, c'est une audience sur laquelle je n'ai pas eu intérêt à y aller parce que la décision sera prise sur des écrits, mais j'ai obligation pour ça d'avoir un avocat qui remette des conclusions avant le 4 décembre, avant ce lundi, pour pouvoir me défendre. Parce que un arrêt avait été rendu par défaut en 2021. On avait donné l'autorité exclusive à monsieur. Donc, vous voyez, ça va faire bientôt 2 ans et demi
que j'ai fait opposition pour pouvoir récupérer la garde que j'avais de ma fille et Oui. l'hébergement. Par contre, tes poursuites, les poursuites pénales contre toi, ça va beaucoup plus vite, hein. On est d'accord? Oui, il y a 2 vitesses de mesure, hein. Quand, nous, on fait des recours, des plaintes, alors c'est d'une lenteur, et encore, moi, ça va beaucoup plus vite que d'autres enfants parce que je connais des mamans, qui, comme moi, ont été, extradées, qui ont fait, des non-représentations d'enfants à l'étranger, qui ont été ramenées, à qui on a enlevé leurs enfants, mais elles ont plus de nouvelles de leurs enfants et ça fait, il y en a une, ça fait, 2 ans et demi, ça va faire 3 ans qu'elle attend. Et puis une autre, ça fait maintenant 1 an qu'elle attend et elle est toujours pas jugée. Donc voilà, je m'en plains pas. Et par contre, quand les parties adverses portent plainte contre nous pour non-représentation d'enfants, pour diffamation, pour je sais pas ce qu'ils peuvent inventer. Ah oui, si, qu'on on est folle et que les enfants sont en danger. Voilà, ça déclenche tout de suite Ouais, ouais. c'est hallucinant. Ouais, ça va très, très vite effectivement et concernant cette cour d'appel, donc là, c'est le 19 décembre, ta date d'audience et qu'est-ce que tu attends, de la cour d'appel finalement? Parce que tu as fait opposition à la première décision et qu'est-ce que tu attends de la cour d'appel pour cette audience du 19? Eh bien, je vais demander, l'autorité exclusive. Comme monsieur a eu cette autorité exclusive, je vais apporter les preuves, les éléments, pour pouvoir avoir, l'autorité exclusive, pour que ma fille, soit, au moins, protégée pendant, l'enquête, pénale qui est en cours, pour apporter la preuve du réel danger de monsieur, quoi. Oui. Voilà. Alors, si tu permets, j'aimerais bien faire un appel aux dons. Parce que comme vous avez pu le comprendre, les procédures judiciaires, toutes ces années de combat, ça nous lessive matériellement. Financièrement, on n'est plus en mesure de se défendre. Là, Gladys assure sa défense toute seule, sauf que dans le cas d'espèce, elle ne peut pas assurer sa défense seule puisque c'est une procédure devant la cour d'appel au familial, donc l'avocat est obligatoire. Donc j'aimerais faire cette demande cet appel aux dons parce que il faut qu'à un moment donné que vous soyez tous conscients, chers amis internautes, que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que si on veut continuer le combat, d'autant plus dans le cas de Gladys qui ne combat pas que pour elle, elle combat aussi pour les autres enfants, pour les autres parents. Si on veut continuer le combat, il faut qu'on soit soutenu. Et c'est certainement pas notre État qui aurait en principe l'obligation de le faire, qui le fait. Au contraire, notre État nous met à terre. Donc, merci, chers amis internautes. Je mettrai le lien de ta cagnotte, ma chère Gladys, en description de cette vidéo. Et s'il vous plaît, soyez généreux. Soyez généreux parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Ma chère Gladys, est-ce que tu Merci veux... beaucoup. Bah écoute, je t'en prie. Nous, de toute façon, au MAPIF, et moi personnellement, je suis ton dossier de très près. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que si tu récupères l'autorité parentale, par exemple, est-ce que ta fille peut revenir habiter en France ou est-ce que de toute façon, elle est, entre guillemets, condamnée à rester dans le pays dans lequel elle est actuellement, à savoir l'Espagne? Alors, en effet, le but aujourd'hui n'est pas de ramener ma fille en France parce que tant qu'elle n'est pas reconnue victime et tant que monsieur ne sera pas reconnu criminel par la justice, elle n'est pas du tout protégée. Surtout qu'un juge des enfants peut toujours réintervenir en disant conflit conjugal, Conflit familial. parental, ouais. Mmh. Ouais, parentale, voilà, Le tout à fait. fameux, le fameux. Donc non. Puis là, ça fait 3 ans qu'elle est en Espagne, qu'elle est scolarisée, qu'elle aime voilà, elle a tout son environnement, elle a la langue, elle est donc pour l'instant, il n'y a pas le but. Après, bien sûr, qu'on aimerait pouvoir y revenir parce que nous, on a toute notre famille, on a les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, les cousines. Donc tu imagines que pour un enfant, c'est très important. Mais en effet, non, malheureusement. En fonction de la décision qui sera prise, tout n'est pas gagné encore. J'ai encore un autre combat au niveau pénal à continuer, ouais. Oui, parce que là, toi, tu ne peux pas aller en Espagne habiter avec ta fille.
Non, voilà, pour l'instant, on ne m'autorise pas. Tu sais bien que même quand on n'est pas en prison, qu'on est en sursis, nous sommes condamnés comme des grands terroristes. Nous avons des obligations, nous avons des signatures à faire. Enfin, on est sous contrôle judiciaire, on ne peut pas quitter le pays. Enfin, voilà, Ouais, c'est une prison en France, quoi. C'est ouais, une ouais. vraie dictature, hein, en fait. Hein. On ne peut pas sortir. C'est comme pendant la pandémie. Hein, on ne peut plus sortir. C'est quelque chose d'horrible. Oui. Donc Et voilà, c'est j'incite vraiment, vraiment. vas-y, je t'en Voilà, prie. j'incite vraiment toutes les personnes à oser dénoncer et à porter plainte, hein, contre ces institutions, contre l'ASE, contre les magistrats ou contre les éducateurs. Voilà, moi, les personnes qui me contactent, bien sûr, je les envoie vers la MAPIF parce que je suis extrêmement soulagée de me dire qu'il y a une ONG qui prend le relais parce que toutes ces démarches au niveau ne serait-ce que au niveau judiciaire, mais même au niveau de l'ONU que tu entreprends, c'est laborieux, c'est long, donc euh, donc plus on sera nombreux à dénoncer ça, plus ça va faire boule de neige. Effectivement, merci beaucoup Gladys. C'est vrai que j'aimerais aussi appeler, voilà, je veux faire comme toi, appeler les parents au courage, courage parents protecteurs. On a une cause qui est la plus noble et la plus importante qui puisse être, c'est nos enfants. Et à un moment donné, il faut qu'on se batte. Et ça passe par la médiatisation, on n'a plus d'autres solutions. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre la parole. N'ayez pas peur surtout de vous unir en fait. Cherchez à vous unir. Alors c'est pas forcément évident de s'unir avec tout le monde parce que voilà, il faut quand même faire attention. Mais et faites preuve de discernement. Vous avez Gladys qui est sur les réseaux et qui pourra vous conseiller. Vous avez le MAPIF aussi qui est sur les réseaux. Donc toi, c'est Je défends mon enfant sur tous les réseaux. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à Et fait. vous avez, Il faut savoir que oui, vous n'êtes plus seul, quoi, oui, on est plusieurs militants actifs et lanceurs d'alerte oui. à vouloir, à vouloir vous aider. Donc Voilà, voilà, et il c'est faut. pas et c'est pas une on fera pas de miracle, hein, mais par contre on pourra vous donner de la force et de l'énergie nécessaire pour combattre. Et encore une fois, concernant la guerre, l'argent c'est le nerf de la guerre. Nous sommes en guerre pour nos enfants. Il faut que à chaque fois en fait qu'un parent protecteur vous demande de l'aide financière, c'est pas pour aller se payer un voyage aux Maldives, hein, c'est vraiment vital pour nous. Donc, n'hésitez pas, je vous mets la cagnotte de Gladys en description de cette vidéo et merci de votre générosité, mais c'est même pas de la générosité, c'est vital pour vous aussi, pour vous, pour vos familles, parce que ce qu'on a vécu nous, ça peut vous arriver à vous aussi. Voilà, ma chère Oui, parce que Gladys. en, Oui, en effet, c'est ce que tu dis. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui parce que je me dis, même si j'arrive à sauver ma fille, ça peut lui arriver dans 20 ans. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire changer les choses. c'est Et voilà, exactement ça. on me dit, mais comment on peut t'aider? Alors voilà, ben, Sabrina, elle, ça fait 8 ans qu'elle fait des émissions radio. Là, elle a une connaissance en juridique énorme. On peut aider en médiatisant, on peut aider en partageant, on peut aider, comme dit Grain de Sable, si chacun met son petit grain de sable et si chacun mettait ne serait-ce que 1 € sur les nombres de vues des vidéos, je vous assure que ça nous aiderait énormément, nous, Ça changerait tout. lanceurs d'alerte, pour pouvoir entreprendre des procédures et faire bouger les choses. Ouais. Et oui, ça changerait tout parce que vous n'êtes pas obligé de casser le cochon, mais à un moment donné, enfin, c'est vital et nécessaire que vous soyez investis, que chacun d'entre vous soit investi dans cette cause parce qu'elle est gigantesque et qu'elle peut vous toucher à tout moment. Voilà, ma chère Gladys, Super. je vais te laisser le mot de la fin. Je te remercie 1000 fois d'avoir accepté de venir raconter ton histoire encore une fois. Merci pour tout ce que tu fais sur le plan militant et associatif. Et on va suivre de très près cette future audience et on te souhaite le meilleur très sincèrement, avec grand plaisir. Merci beaucoup Sabrina. Bah moi je suis vraiment honorée de ton invitation. J'ai énormément de chance voilà dans ce combat depuis 5 ans d'avoir rencontré des gens exceptionnels comme toi.
Donc, merci énormément. Et puis, ben, toujours le dernier mot de la fin pour ma fille, parce que pendant que je suis ici, je suis pas auprès d'elle. Donc, voilà, tout ça, c'est parce que je t'aime, ma chérie. Et une chose est sûre, c'est qu'on va y arriver. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais c'est qu'on va y arriver. Voilà. Merci Gladys, à bientôt. Lie to me.